Maintenant qu'on a les outils, on va pouvoir s'intéresser effectivement aux interférences. Donc on commence par les interférences constructives et destructives. Et on reprend les définitions correspondantes. Ah oui, pour les représentations de Fresnel, n'oubliez pas de me demander si je ne vous les ai pas encore distribués, les exercices d'application, ou allez regarder sur Nextcloud si jamais ils sont pas déjà en place, pour que vous puissiez vous entraîner à sommer des signaux sinusoïdaux avec des sinus, des cosinus. On va jouer un petit peu avec les valeurs des phases et à chaque fois en déduire la valeur finale. Parce que c'est un truc qui est facile à faire une fois qu'on a compris, mais il faut s'entraîner un petit peu, il faut en faire 4-5. Vous avez d'ailleurs une petite vidéo qui vous permet de vous entraîner là-dessus, dont normalement vous devriez avoir le lien qui est apparu là-haut. Et si c'est pas le cas, rappelez-le moi. On était en interférence constructive et destructive. Donc petit a, définition, effectivement. Alors, dans la formule d'avant, on appellera interférence constructive des interférences telles qu'on a un maximum d'amplitude en sortie. Et ce maximum d'amplitude, vous voyez, c'est quand le cosinus phi qui est encore là-haut, il est le plus grand possible. Donc quand le cosinus phi il est le plus grand possible, vous allez avoir des interférences constructives et donc ça voudra dire que phi il vaut 0 modulo de pi. Donc quand vous êtes en phase, vous avez les signaux, les deux signaux sont en phase au point considéré. Alors ça c'est important, hein. C'est quand on regarde les interférences, on s'intéresse toujours à des signaux qui sont à un point donné. Généralement ils viennent de deux endroits différents. Ils ont pu être émis par des sources en phase, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont être en phase quand vous arrivez à cet endroit-là. Puis on va voir qu'est-ce que ça impose en fait sur la distance parcourue en fonction de la longueur d'onde de votre onde. Mais en gros, les interférences sont constructives, c'est que vous avez un déphasage nul entre les deux. Au contraire, vous allez avoir des interférences destructives. C'est quand vous êtes avec une amplitude qui est minimale. Et si l'amplitude est minimale, là-dedans, ça veut dire que le cosinus phi est au plus bas, de nouveau, puisque c'est la seule chose qui change, et donc qui vaut moins 1, et donc vous avez phi qui vaut pi, modulo de pi. Cosinus de pi, ça fait moins 1, et donc vous avez que les deux signaux sont dits en opposition de phase, au point considéré. Donc, ça c'est le deuxième important. Deuxième aspect important, vous êtes en opposition de phase. En opposition de phase. Alors, une petite remarque, un petit exercice. Au passage, montrer que atot de phi égale 0, c'est en fait la somme A1 plus A2, et que atot, dans le cas où on est en opposition de phase, si phi est égal à pi, c'est en fait égal à la valeur absolue de A1 moins A2. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Écrivez simplement en utilisant Al-Kashi pour voir ce que ça donne. Puis vous allez voir que du coup, l'interprétation va être relativement facile. Et on voit bien que si on a deux signaux qui sont en phase,
Donc, par exemple, j'en ai un qui fait ça, hop, puis j'en ai un autre qui fait ça. Bah, quand vous sommez, vous allez avoir ce truc-là qui se rajoute là-haut, et puis ils vont être à 0 en même temps, et puis maximum ou minimum en même temps, et vous avez effectivement un A-tot qui est ici, qui va être égal à A1, hop, est égal à A1 plus la distance là qui va être A2. Alors bien sûr, il faudrait que ma bosse que j'ai choisie ici soit, enfin celle-ci, elle soit plus vers la gauche pour qu'elle soit bien symétrique, mais voilà, les maxima normalement sont atteints en même temps si vous êtes en phase. Donc, montrez-moi voir ces deux caractéristiques et voyons voir ce que ça nous donne. C'est bon, vous avez mis sur pause, vous avez réfléchi un petit peu. Alors, du coup, on reprend simplement l'expression qui est là-haut en remplaçant cosinus phi soit par 1 quand on est en phase, soit par moins 1 quand on est en opposition de phase. Donc on a A tot carré de phi égale 0 qui est égal à 1 carré plus A2 carré plus 2A1 A2 fois 1. Là, on reconnaît que c'est A1 plus A2 au carré, identité remarquable du collège, et donc vous en déduisez que A tot doit être égal à 1 plus A2 pour phi égale 0. De la même manière, si j'écris A tot carré de phi égale pi, je me retrouve à 1 carré plus A2 carré plus 2A1 A2 fois moins 1. Donc en fait, ça s'écrit A1 carré moins 2A1 A2 plus A2 carré. Là encore, on reconnaît une identité remarquable. C'est A1 moins A2, le tout au carré. Et deux trucs au carré sont égaux. Soit ils sont égaux, soit ils sont opposés l'un de l'autre. Comme A tot par définition c'est un positif, il suffit que je prenne la valeur absolue de A2 moins A1 si je ne sais pas lequel est le plus grand, et j'ai bien les deux résultats que je vous ai annoncés tout à l'heure. Donc quand vous avez des interférences constructives, il y a addition simple des amplitudes. Quand vous avez des interférences destructives, il y a soustraction des amplitudes. Et puis l'amplitude devant être positive, on va prendre la valeur absolue. À noter que quand vous avez des écouteurs anti-bruit ou des casques anti-bruit, ça vous donne ces casques ou ces écouteurs vous permettent de vous isoler de l'extérieur, tout simplement parce que ils captent le son au travers d'un micro. Si vous regardez les écouteurs, il y a un micro sur l'extérieur. Et donc, ils captent le son sur un micro sur l'extérieur. Ils analysent ce son-là. Ils se débrouillent pour le déphaser de pi. Alors, avec des petites corrections parce que il y a une atténuation de ce son parce que vous avez quand même le casque dans l'oreille. Et ils vous renvoient, en plus du son qui arrive à passer, qui peuvent pas empêcher de passer, ils envoient un son déphasé de pi, de sorte que lorsque ça touche le tympan, il y a compensation quasi exacte entre ce que vous entendez de l'extérieur et ce qui vous arrive. Alors quasi exact parce que le système électrique a un petit retard forcément, et donc ils essayent de compenser. Ça marche mieux pour des bruits qui sont répétitifs parce que comme ça ils savent comment le faire. Si vous avez un grand claquement de main, ça va être plus difficile à arrêter complètement, mais n'empêche que c'est de plus en plus efficace et vous obtenez, au niveau de votre oreille, vous n'entendez que le son émis par le haut-parleur interne et pas le son externe, parce que le haut-parleur interne émet en plus de la musique que vous voulez écouter, ce qui vous intéresse, enfin le contraire de ce qui se passe à l'extérieur, et donc il y a des interférences destructives au niveau de l'oreille qui fait que du coup vous ne l'entendez pas puisque votre tympan ne vibre pas avec les modifications extérieures. Alors une petite remarque juste de vocabulaire, on a vu qu'est-ce qui était en phase, qu'est-ce qui était en opposition de phase. Donc en phase, ça veut dire que phi est égal à 0. En opposition de phase, ça veut dire que le déphasage phi
il est égal à pi, modulo de pi, toujours. Il existe encore, vous verrez, en quadrature. En quadrature, c'est des histoires de quand l'un est perpendiculaire à l'autre. Alors d'où ça vient? Ça vient de, dans ce graphique-là, quand vous êtes en quadrature, si vous avez un signal comme ça et puis un signal à la perpendiculaire, l'un est comme un cosinus, l'autre est comme un sinus, vous avez quadrature des deux à cause de l'angle droit que vous avez ici entre les deux. Donc en quadrature, ça veut dire que la valeur absolue de phi vaut pi sur 2, et vous avez quadrature avance, quand phi est égal à plus pi sur 2, et quadrature retard, quand phi est égal à moins pi sur 2. C'est juste au cas où, dans un exercice, vous tombiez sur ce type de dénomination, qui, pour la peine, vous soyez pas perdu. Quadrature, ça veut simplement dire un décalage de pi sur 2. Vous avez un cosinus qui se transforme en sinus ou en moins sinus. Petit b, caractérisation pour deux sources. Alors, on va considérer qu'on a deux sources qui sont en phase l'une avec l'autre. On a S1 qui émet des éléments, on a S2 qui émet aussi des ondes. S1 et S2 qui sont deux sources en phase. Alors si c'est pas en phase, eh bien il faudra réfléchir à qu'est-ce que ça change. Mais on va déjà prendre le cas où les deux sont en phase. Alors on aura interférence constructive. Ça va être équivalent au fait que la différence, donc interférence constructive en un point M qui est quelque part à l'extérieur des deux sources, ça va être équivalent au fait que la distance parcourue depuis le point 2 par rapport à la distance parcourue par la l'onde depuis la source 1 va être un nombre entier de fois la longueur d'onde. Donc un nombre, même un nombre relatif mais entier, deux fois la longueur d'onde. Alors essayez voir de me démontrer ça. C'est bon, vous êtes prêts? Alors, supposons que les deux sources soient en phase. En phase, ça veut dire que la phase de la source 1 est égale, la phase à l'origine de la source 1 est égale à la phase à l'origine de la source 2. Donc en fait, j'ai un signal émis au niveau de la source 1, on va appeler S1 de t, qui va s'écrire A1 cosinus oméga t plus phi S1, et SE de t qui va valoir A2 cosinus oméga t plus phi S2. Bien, là on va devoir utiliser le terme de propagation qui nous intéresse. Je m'intéresse à ce qui se passe au point M. Dans ce point M, je vais avoir un temps de retard par rapport à ce qui a été émis dans la source 1. Donc le temps de retard, c'est en fait la distance qu'il y a de S1 à M divisé par la vitesse de propagation de vos ondes. J'ai de la même manière, il faut un certain temps pour que l'onde émise par la source 2 arrive à M. Donc, ce que je vois en M, donc si je regarde le signal qu'il y a en M au cours du temps, ça va être la somme du signal qui est venu de la source 1, donc je vais appeler par exemple M1 de t, et du signal qui est venu de la source 2. Le signal en provenance de la source 1, c'est ce que j'avais à la source 1, mais avec un temps de retard. Plus phi S1.
Plus, alors là je suis déjà en train de faire le cas général, parce que j'ai mis un phi S2, alors faisons le cas général, tant qu'à faire, c'est pas grave. Ce qui vient, le signal en provenance de la source 2, c'est ce qui s'est passé à la source 2, t retard 2 avant. Donc il faut que je regarde légèrement plus loin dans le passé, donc à t retard 2 de décalage, plus phi S2. Ça, c'est le signal issu de la source 2. Donc, si je regarde mes deux, mon M de t, mon signal total, ça va s'écrire A1 cosinus oméga t plus phi S1 moins oméga t retard 1 plus A2 cosinus phi t plus phi S2 moins oméga t retard 2. Bien. Quand j'ai ça maintenant, ce terme-là, ça correspond à mon phi 1 de tout à l'heure, puisque j'avais considéré deux signaux qui interagissaient à un endroit donné, j'avais leur expression à cet endroit-là. Le phi 2, enfin le bout qui est ici, ça correspond à mon phi 2. J'ai bien du cosinus, du A1 cosinus oméga t plus phi 1, auquel j'ajoute du A2 cosinus oméga t plus phi 2. Donc, interférence constructive, c'est équivalent au fait que le déphasage, qui s'écrit par définition phi 2 moins phi 1, soit égal à 0. 0, on va dire plus 2n pi. Vous voyez venir, hein, avec n, un entier relatif. C'est 0 modulo 2 pi. C'est ça que ça s'écrit. Si j'écris effectivement mon phi 2 moins phi 1, j'ai du phi S2 moins oméga t retard 2, qui du coup doit être égal à phi S1 moins oméga t retard 1 plus 2n pi. Alors, mettons les choses du même côté. Alors, t retard, c'est S2m, vu comment je l'ai défini, il va falloir que je passe tout à droite. Donc, je vais avoir du phi S2 moins phi S1 moins 2n pi, qui est égal à oméga. Alors, oméga, c'est 2 pi sur t, multiplié par t retard 2, SM2 sur C, moins t retard 1, SM1 sur C. Là, on commence à faire apparaître ce SM2 moins SM1 qu'on appelle distance de marche du rayon. Donc, déjà, les 2 pi, gentiment, ils vont finir par partir. Le CT, ça va être lambda. Donc, je me retrouve avec du 1 sur lambda facteur de SM2 moins SM1, qui est égal à moins 2n pi, et phi S2 moins phi S1 sur 2 pi. Alors les 2 pi, justement, j'ai dit qu'ils partaient, donc j'ai plus que du n ici, et il me reste plus, bah voilà, c'est terminé. Si les deux sources sont en phase, phi S2 est égal à phi S1, alors mon SM2 moins SM1, il est égal à moins n lambda avec n z, appartenant à z. Et alors du coup, comme c'est appartenant à z, je peux prendre un n' qui vaut moins n, et j'ai exactement un nombre entier deux fois la longueur d'onde pour avoir des interférences qui vont être des interférences constructives. Alors vous voyez que si vous avez que phi S2 est différent de phi S1, vous avez que S2M, SM2. Ah oui, alors c'était S2M. Oula. Alors, on corrige partout, en jaune. À partir d'où j'ai fait une bêtise, S1M, S2M, là c'est bon. C'est à partir du moment où je l'ai rajouté ici. Donc là, c'est pas... Ah, zut. Là, il y avait un S2, là, il y avait un
S1. Là, c'est un 2. Là, c'est un 1. Et là, pareil, c'est un 2 et un 1. Donc, si on fait ça, j'ai S2M moins S1M qui est égal à cet écart, phi S2 moins phi S1 sur 2pi. Donc, s'il y a un déphasage, par exemple, de pi sur 2, non, on va dire un déphasage de pi, ils sont toutes les deux en opposition de phase, donc j'ai pi sur 2pi, donc j'ai un 1,5 facteur de n' fois le lambda, puisque la multiplication par lambda, elle était ici, elle prend en compte ça. Donc si j'ai un déphasage de pi, par exemple, entre les deux, ça rajoute un 1,5 à l'affaire, mais vous voyez que il suffit de refaire le petit raisonnement, hein, si jamais vous n'avez pas des trucs en phase. La plupart du temps, ce sera gentiment des choses en phase, donc on peut retenir que c'est un nombre entier de fois la longueur d'onde, mais si jamais on s'amuse à vous les déphaser, à ce moment-là, ça change légèrement le résultat. Le tout étant que, il faut que les signaux qui arrivent, c'est ça l'endroit clé de la démonstration, c'est les signaux qui arrivent à votre point M soient eux en phase pour que les interférences soient constructives. Voilà, donc à retenir en phase, donc interférence constructive, pardon. Interférence constructive, c'est différence de marche on note parfois delta, donc S2M moins S1M qui est multiple de lambda si phi S1 est égal à phi S2, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais on a des interférences destructives? Alors, au contraire, les interférences destructives, alors je vous laisse imaginer quel est normalement le résultat qu'on devrait avoir. Je vais refaire la démonstration. Des interférences destructives, ça veut dire que le déphasage phi2 moins phi1, il est égal à pi plus 2npi. Alors on va tout de suite mettre un moins ici, c'est pareil, 2kpi, mais le moins va me permettre d'avoir un plus à la fin, vu le calcul qu'on a fait avant, donc avec z, avec n qui appartient à z. Donc quand vous avez ça, on réécrit, on a exactement le même calcul. Donc j'ai phi2 qui s'écrit phi s2 moins oméga t retard 2, qui doit être égal à phi1, c'est-à-dire phi s1 moins oméga t retard 1, plus pi moins 2npi. Hop là. Donc je fais passer les phi à gauche, le 2npi aussi, le pi aussi, et à droite je me retrouve avec du oméga S2m sur C moins S1m sur C. Le oméga c'est 2pi sur T. T fois 2 fois C fois T, ça fait lambda, ce truc-là. Je divise par 2pi, donc j'ai phi S2 moins phi S1 sur 2pi, plus n moins 1,5, qui doit être égal à 1 sur lambda fois S2m moins S1m, donc mon fameux delta, d'où la différence de marche, S2m moins S1m, qui doit être égal à n moins 1,5 multiplié par lambda, et puis le terme, donc là, on va dire si les deux sont en phase, si les deux sources sont en phase, et puis sinon il y a un terme supplémentaire, mais généralement, ce qu'on retient, c'est qu'il faut un nombre demi-entier de fois la longueur d'onde, ou plutôt il faut un nombre entier de la longueur d'onde, plus ou moins une demi-longueur d'onde, avec n un entier relatif. Et donc là, vous avez vos interférences qui vont être des interférences destructives.
Alors, si on se fait des petits schémas, j'ai un S1, j'ai un S2, j'ai une onde, alors on va garder le bleu pour S1 qui part de S1, comme ça, hop, qui arrive ici à un point M, j'ai une onde qui part de S2, qui arrive au point M, ici, interférence constructive ou destructive. Vous voyez que les deux ondes ont parcouru chacune 3 longueurs d'onde, donc la différence de marche c'est 0, donc là on a des interférences constructives en M. Si je prends un autre exemple, S1 là, mais S2 ici, puis mon M là, donc j'ai un signal qui met, hop, alors en fait non c'est pas 3, c'est 1, 2, 2 et demi, donc là j'ai un S1M qui vaut 2 et demi, donc 5, enfin 2 lambda plus lambda sur 2, 2 lambda plus lambda sur 2, et là ben, hop, j'ai un seul lambda, S2M, qui est égal à lambda, et vous voyez que S2M moins S1M, c'est lambda moins 2 lambda plus 1,5, donc c'est moins lambda moins plus 1,5 de lambda, moins lambda sur 2, donc j'ai un nombre demi-entier, donc ça s'écrit moins 1, moins 1,5 lambda, donc ça veut dire que j'ai des interférences qui vont être des interférences destructives parce que les deux ondes arrivent en M en opposition de phase. On va regarder une petite simulation numérique. Donc dans laquelle je vais essayer de vous présenter les différents points de la simulation. Vous êtes suffisamment avancé pour pouvoir comprendre comment est-ce que le script fonctionne. Voici donc le code informatique qui va servir à faire la simulation qui va suivre. Alors dans ce code, on met bien sûr tout d'abord une description de ce que va faire le code. Ça c'est pour les personnes qui veulent lire le code directement. Ensuite vous faites les imports de NumPy, de Matplotlib pour faire les dessins. Viennent ensuite le point principal du code. Et là, on l'a mis dans une fonction qui s'appelle source. Et cette fonction source vous permet de placer la source en un certain point d'abscisse x0 et d'ordonnée y0 et de calculer en tout point de l'espace, ou du moins à la position x, y et au temps t, donné en argument ce qui va se passer. On peut aussi déterminer un déphasage. Alors, on commence par définir le nombre d'ondes, la pulsation et puis le epsilon qui va nous servir ici pour calculer la décroissance de l'amplitude. On calcule la distance au centre de la source, donc c'est la somme des différences des coordonnées au carré, dont on prend la racine, et puis ensuite, ça va être l'argument à l'intérieur du cosinus, ça va être du cosinus de kr moins oméga t plus un certain déphasage. Là, en l'occurrence, j'ai choisi de prendre un sinus, mais c'est le même principe. On rajoute une décroissance pour modéliser le fait qu'il y a un petit peu de déperdition et donc l'amplitude devient de plus en plus faible et on s'assure que quand t est négatif, c'est-à-dire tant que le temps n'est pas suffisamment grand, on ne peut pas avoir atteint une certaine distance, c'est-à-dire que l'eau est bien gentiment calme à cet endroit-là. Alors après viennent tout un tas de constantes qui sont déterminées et qui nous permettent de poser le problème, notamment le temps minimum, le temps maximum sur lequel on va regarder l'animation, l'intervalle de temps entre deux images, les endroits où on va faire des plans de coupe pour regarder l'évolution de l'onde à ces endroits-là, la résolution avec laquelle on va regarder les différents systèmes, et puis ensuite on se débrouille pour faire ce qu'on appelle une grille sur laquelle on va pouvoir évaluer les valeurs de x et de y. On définit le nom de la figure et puis après on fait simplement le dessin de la figure. Alors je ne prends pas tellement dans les détails, mais ce qui est intéressant c'est ça, les deux sources
Z1 et Z2 ici, qui prennent les positions qu'on a à disposition, le temps auquel on est, et surtout on positionne l'un en X qui vaut moins pose Y égale 0 et un autre en X égale plus pose et en Y égale 0, donc sur l'axe horizontal, symétriquement par rapport au point 0, 0. On regarde après la somme des deux, tout simplement, et puis on remonte l'image correspondante. Et à la fin, on peut faire une petite animation en utilisant une fonction annexe. Alors, si on regarde ce que l'animation donne, vous voyez qu'il y a une première source à gauche, et puis on a mis un déphasage de pi sur 2, donc la deuxième source arrive légèrement plus tard. Vous avez une rencontre des différentes zones circulaires autour de chacune des sources, et au niveau de cette rencontre, il commence à y avoir justement les interférences. Les interférences sont particulièrement intéressantes à regarder au centre, si vous regardez sur la coupe en Y égale 2, donc celle qui est indiquée en dessous, puisque à ce moment-là, vous voyez qu'il y a des zones pour lesquelles l'amplitude reste toujours nulle, et des zones où elle oscille entre deux valeurs, et notamment elle prend une valeur qui est relativement grande, donc c'est des zones respectivement d'interférence destructive, là où c'est nul, et d'interférence constructive, là où ça va être maximum. Si on regarde sur la courbe du côté droit, là en revanche, il faut passer assez loin pour avoir des zones dans lesquelles les interférences vont être destructives. C'était à la limite de l'endroit où on va voir les évolutions qui sont présentées ici. Alors maintenant que la simulation est faite, on va traiter un cas particulier qui est le dispositif Young. Dans le cas, pour calculer ce qu'on appelle l'interfrange, la distance entre deux franges brillantes ou deux franges sombres, mais en regardant à l'infini. Donc le dispositif Young, c'est quoi? C'est vous prenez deux points sources, généralement comme ça. Alors je dessine sous cette forme-là parce que souvent on va éclairer ça par la lumière. Vous avez l'expérience Young qui était la première à montrer que la lumière effectivement était une onde. Bon, après, il y a d'autres expériences qui ont montré que c'était aussi une particule, mais à une époque où on ne savait pas trop, on était là. Et puis on va regarder un écran qui est très très loin ici à l'infini. Et on va regarder sur un point M de cet écran-là. Alors, on va avoir un rayon qui arrive de notre source S2, puisque finalement cette source-là va correspondre à notre source S2 avec un angle θ. Et si M est à l'infini, là je l'ai dessiné à distance finie, mais si en fait il est effectivement à l'infini, mon M là, si je le fais partir tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, il continue à monter, et puis il finit par disparaître de votre écran, bien le rayon qui vient de S1, pour l'atteindre, étant donné qu'il est à l'infini, ça veut dire qu'il sera atteint par des rayons qui sont parallèles entre eux. Souvenez-vous, l'infini, c'est là où se rejoignent les rayons qui sont parallèles, et donc je me retrouve avec le même θ ici. La question, c'est comment est-ce que, en parcourant une distance infinie, puisque S1M et S2M sont infinis, je peux réussir à déterminer ce qui va se passer. Alors, pour ça, on va se dire, les deux rayons, ils vont jusqu'à l'infini, ok, ils font la même chose, ok, sauf qu'il y en a un qui part avec un peu d'avance. Si on prend le projeté orthogonal ici, eh bien, cette distance-là, on va la mettre en jaune, cette distance-là, c'est le delta. C'est l'interfrange, pas l'interfrange, c'est la différence de marche, c'est ce que S2 doit faire en plus de S1, enfin c'est ce que le signal issu de S2 pour arriver à M doit faire en plus de S1
pour effectivement y arriver. Et vous avez que votre delta, il est calculable, puisque on peut retrouver que l'angle qui est ici, c'est l'angle θ. Donc ce delta, si j'appelle A la distance entre les deux trous, ça va être A multiplié par, là c'est le côté opposé à θ, donc c'est sinus θ qui apparaît. Donc mon delta, je connais son expression, vous avez que S2 a un petit retard. Résultat, si M appartient à une frange brillante, donc s'il y a interférence constructive, à cet endroit-là, ça veut dire que delta, c'est un nombre entier de fois la longueur d'onde. Donc, que vous avez, le n va être caractéristique du θ qui est ici, puisque c'est la seule chose qui change, et puis on va changer de n en changeant le point M à l'infini, et donc en changeant l'angle θ sous lequel on tire vers ce point M. Donc j'ai que A sinus θ n doit être n fois lambda. Donc si on se place dans l'approximation des petits angles, c'est-à-dire qu'on regarde globalement selon l'horizontale, pas loin donc de la perpendiculaire ici à votre zone avec vos deux sources, à ce moment-là, sinus θ c'est à peu près θ, donc je me retrouve avec du A θ n qui est égal à n lambda. Bon, alors moi je vais ramener de nouveau mon truc à distance finie, parce qu'en fait, ma représentation avec l'infini, c'est une modélisation d'un système qui est en fait à distance finie. On va appeler grand D la distance jusqu'à l'écran. Donc, le fait qu'on soit à l'infini, ça revient à dire que grand D est très supérieur à petit a, qui est la distance qui sépare les deux trous. Et donc, si grand D est très supérieur à petit a, vous voyez que dans ce triangle-là, on se retrouve avec θ qui est ici, grand D qui est là, et le positionnement qu'on va appeler x du point M sur cet axe-là. Et vous voyez que tangente θ, c'est l'opposé x sur l'adjacent grand D, et puis tangente θ, comme j'ai dit que θ il était petit, c'est à peu près égal à θ. Donc là, je me retrouve avec du A xn sur D qui vaut n lambda. Alors, on note l'interfrange, c'est la distance sur l'écran entre deux franges brillantes. Et cette interfrange, il va être donné par la différence entre deux franges successives, donc x en n plus 1 moins xn. Et vous voyez que xn, j'en ai une expression explicite, c'est n fois lambda d sur a. Donc j'ai n plus 1 fois lambda d sur a moins lambda d sur a. Et donc je me retrouve avec une fois lambda d sur a. Et ça va être la formule qui va revenir le plus souvent dans les exercices qu'on va pouvoir faire systématiquement là-dedans. Donc, alors on fera les exercices directement en cours. On va en faire un quand même. Un petit exercice. Hop. Alors, vous avez une onde lumineuse bleue avec un lambda de 420 nanomètres qui passe par deux trous de Young qui sont espacés d'une distance A de 0,25 mm. Alors, attention de ne pas confondre les nanomètres et les millimètres, écrivez bien. Et on observe sur un écran qu'il y a une distance D de 85 cm. Oui, 85 cm, c'est effectivement très grand devant les 0,25 cm. Donc, première question, quelle est la valeur de l'interfrange? Quelle est la distance qui sépare deux franges brillantes?
Et deuxième question, si vous avez I qui vaut 5 mm, que vaut lambda? Je vous laisse réfléchir 2 secondes, vraiment pas compliqué, en termes d'utilisation de la formule précédente. C'est bon? Donc, si on prend la formule en question, vous avez que l'interfrange, il s'écrit lambda d sur A. Vous avez juste à remplacer lambda par 420 10 puissance moins 9, multiplié par 85 10 puissance moins 2, divisé par 0,25 10 puissance moins 3. Donc 10 moins 3, ça nous fait ici du 10, donc j'ai du 850 fois 420, alors ça fait un quart, donc finalement j'ai 4 fois 420 fois 850, le tout fois 10 puissance moins 9. 4 fois 420, 4 fois 4, 16, donc ça fait du 1600 et quelques, 1680, fois 850, fois 10 puissance moins 9, alors allez hop, c'est à peu près du 1500 fois 1000, donc ça fait du 1,5 10 puissance 6 fois 10 puissance moins 9, c'est du 9 ici. Oui, et donc j'ai du 1,5 10 puissance moins 3. En quoi? En mètres. Donc 1,5 mm d'écart entre deux franges brillantes. Donc vous voyez qu'il faut un quart de millimètre entre les deux trous Young. Donc il faut faire quelque chose de très proche l'un de l'autre, et puis c'est pas grand chose que vous voyez en sortie. Alors si vous avez un I de 5 mm, si vous inversez juste la formule I égale lambda D sur A, ça vous dit que lambda il vaut IA sur D. Donc j'ai un I qui va être 5, on va dire 4 fois plus grand. Ça veut dire que lambda il doit être effectivement 4 fois plus grand, et donc vous avez de l'ordre de 1600 nanomètres, un petit peu plus certainement, 1600, 1700, donc dans l'infrarouge, c'est-à-dire au-delà des 800 nanomètres qui forment la limite du rouge. Voilà, donc ça c'était pour le petit exercice. Alors,